Parfait. Donc, on va peut-être commencer alors, hein? Donc, je voudrais simplement faire un petit rappel de ce que c'est Presenza et dans quel cadre on fait ce premier webinaire, hein? Donc, d'abord, Presenza, pour ceux qui ne le savent pas, Presenza, c'est une agence de presse internationale qui publie en 10 langues. C'est une agence de presse indépendante, donc nous sommes tous volontaires, absolument de tous les côtés. Les traducteurs, les éditorialistes, les auteurs sont tous volontaires. Et c'est très important pour nous. Cette ligne éditoriale propose l'information comme clé et comme moteur de changement dans une perspective humaniste, c'est-à-dire d'action non violente. Donc, le but, c'est chaque fois de dénoncer, d'informer à partir de la base et de laisser la parole aux acteurs de changement. Alors, chaque année, on organise une réunion internationale, donc avec tous les pays, et la dernière réunion s'est faite en novembre 2025 à Bruxelles. Euh, on a à ce moment-là fait une énorme rencontre à l'université, à l'ULB, et nous avons eu le plaisir de recevoir Biram Da Abaid, qui est député en Mauritanie et qui a été candidat 3 fois à la présidentielle. Et lui nous a parlé de l'esclavage par ascendance en Mauritanie, qui existe encore aujourd'hui. Donc, ce témoignage a été assez bouleversant pour beaucoup de personnes et ça a été à l'origine d'une réflexion et d'un souhait de proposer une campagne qui s'appelle No More Chains, donc anti-esclavage. À partir de là, il y a plusieurs articles qui ont été écrits. Il y a eu le souhait d'explorer la situation en Mauritanie, mais aussi en Afrique, et de là aussi de parler de l'exploitation au niveau plus international. Donc, du coup, il y a eu la proposition d'inviter quelqu'un qui s'occupe d'accompagner les travailleurs et les travailleuses, surtout et en particulier dans l'univers du textile. Ça va? Alors, juste pour le contexte, dernièrement, je lisais une publication officielle du Conseil de l'Europe. Donc ici, c'est un organisme de la communauté européenne qui publiait le fait qu'il y a 28 millions de personnes qui sont estimées être prises au piège entre les mains de trafiquants d'êtres humains. Donc c'est énorme. Et parfois aux mains d'États. Donc parfois c'est carrément institutionnalisé. D'accord? Et qui sont forcés de travailler pour un salaire faible ou carrément nul. Et 12% de ces personnes-là sont des enfants. Donc ce commerce de la misère humaine prospère malgré les efforts internationaux pour y mettre fin. Vous savez que depuis 2000, il y a des traités qui normalement empêchent la traite des êtres humains et le travail forcé. Donc, en 1930, c'était la première convention sur le travail forcé, mise au point par l'OIT, hein, l'Organisation internationale du travail. Et aujourd'hui, donc des années plus tard, hein, ça date quand même de 1930, on estime qu'il y a 217 milliards d'euros qui sont de profits qui sont générés par cette industrialisation de l'exploitation de l'être humain. Donc, une augmentation de 37% depuis 2014. Alors, pourquoi 2014? C'est parce qu'en 2014, il y a eu vraiment un tollé, beaucoup plus d'associations. Et en 2010, pour la première fois à Lyon, il y a eu des exploiteurs qui ont été condamnés par la justice. Donc, vous imaginez, il a fallu attendre 2010 pour qu'enfin un procès condamne des exploiteurs. Ça va? Cet argent-là, donc ces 217 milliards, pour avoir une idée, ça correspond à toute l'économie d'un pays, par exemple comme le Portugal. Donc c'est énorme, énorme. Si on regarde en Mauritanie, puisque aujourd'hui on va parler de ces deux perspectives, en Mauritanie, l'actualité est criante.
Le 28 avril, donc c'est il y a quelques jours, nous recevions un message de l'IRA de Mauritanie. Alors l'IRA, c'est une association les initiales veulent dire Initiative de resurgence du mouvement abolitionniste, donc qui est résolument contre l'esclavage. Donc c'est une association qui lutte depuis des années contre toute forme d'esclavage, mais aussi pour un projet politique non violent. Et le président, c'est justement M. Biram Das Saleh. Le communiqué reçu, donc on l'a reçu le 28, on l'a publié directement sur Presse Insa, nous alerte quant aux situations d'incarcération, particulièrement de femmes militantes. Donc Warda Ahmed Suleiman, militante de l'association IRA, mais aussi blogueuse et journaliste. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité aborder ce thème qui nous paraît malheureusement tout à fait d'actualité, dans deux perspectives très différentes, mais avec des personnes qui sont militantes et qui sont résolument engagées pour le changement. C'est ça qui nous converge. Donc, ce webinaire est enregistré et nous pourrons le diffuser par la suite. Ça va? Pour information, chaque intervenant parlera environ une vingtaine de minutes et ensuite, le débat laissera la place aux témoignages et sera ouvert aux participants. Alors, je vous présente rapidement les deux personnes qui vont parler. Nous allons commencer avec M. Hanoun Dicko. Donc, Hanoun Dicko, il est militant de l'Association des Aratines de Mauritanie en Europe. Ouais. J'ai un petit-fils qui est ici. Voilà. Ciao. Donc, au départ, il était militant de l'Association des Aratines de Mauritanie en Europe. Donc, il vit en France. Et lui, il abordera aussi la criminalisation de ceux qui dénoncent l'esclavage en Mauritanie et ailleurs. Il sait de quoi il parle parce que même en France, lui-même, il a dû faire face à cette criminalisation de son engagement. Il en parlera probablement. Et ensuite, on a le grand plaisir d'accueillir Sana Abdel Salem, qui participe, qui est coordinatrice de l'association H-ACT, de soutien aux travailleurs et travailleuses du textile. Et elle nous parlera des formes massives d'exploitation qui sont en lien avec un système basé sur le capitalisme et dans l'industrie textile. Donc, merci beaucoup, Hanoun et Sana, d'être là. Et je vais donc laisser la parole à Hanoun, si tu veux bien, pour Euh, une vingtaine de minutes. Ceux qui veulent, ouais. ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent mettre leurs questions dans le chat. Et d'ici, quand Hanoun terminera, je laisserai la parole à Sana. Ça vous va comme ça? OK? Allez, je C'est coupe bien. mon sifflet cette fois-ci. Bonsoir à tout le monde. Merci Tatiana, merci vraiment à la plateforme et à tous les journalistes du Pressensa, puisque ce que vous êtes en train de faire ici est très important pour beaucoup de gens qui sont dans une situation désespérante pratiquement. Euh, j'in- je vais introduire avec la criminalisation des militants abolitionnistes de l'esclavage. Un peu partout, les militants sont traqués, sont emprisonnés avec des fausses accusations. Hmm, avec des fausses accusations. Vous m'entendez, non? J'ai entendu une voix. Bon. Oui, très bien. Avec, avec des fausses accusations, on envoie à la fois des militants, mais aussi des élus et surtout des femmes avec des bébés de 3 mois en prison parce que tout simplement, on a osé dénoncer cette injustice, cette ignominie. Donc, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de freins. Et même dans des pays aussi Non, c'est pas développés, comme tout à l'heure, hein. même des pays aussi développés comme la France, euh, quand ce sont les esclavagistes, ou en tout cas ceux qui tiennent des idées suprémacistes, c'est eux souvent qui ont les moyens
de déclencher des procédures et des procès contre nous pour nous faire taire. J'en suis moi-même victime de cela depuis quelques années. Ils ont des cabinets lobbyistes qui nous traquent, qui traquent nos écrits, nos commentaires, nos publications et qui nous assignent quand ils peuvent, comme ils peuvent, même s'ils vont perdre des procès. L'objectif est d'affaiblir, de faire peur parce qu'une procédure judiciaire, ça coûte cher. Et quand vous êtes attaqué, malheureusement, les systèmes même d'assurance que vous avez, vous êtes en pâture. Ils vous disent non, si c'est vous qui attaquez, on peut prendre en charge. Mais quand c'est vous qui êtes reproché des choses, on ne vous connaît pas. Et tout ça, c'est des choses qui existent en France. Alors, pour ce qui est de la situation en Mauritanie, nous avons des collègues qui sont arrêtés, qui sont tous pratiquement des militants et des militantes de IRA Mauritanie. Et nous avons d'autres qui sont arrêtés bien avant ces arrestations récentes. Ce sont nos amis, nos frères de Soninké, l'ethnie Soninké. Vous savez, il y a une très forte sensibilisation sur la question de l'esclavage par ascendance, dont il y a eu aussi beaucoup de victimes dont personne ne parle ou très peu de gens en parlent. Il y a eu même des lynchages dans certains pays comme le Mali, jusqu'à ce qu'il y a la mort qui s'en est suit. Il y a eu même une femme, malheureusement, euh, je pense elle avait 70 ans par là, qui a été, c'est difficile à dire, qui a été vraiment assassinée sauvagement dans son champ parce qu'elle refusait de céder son lopin de terre pour des esclavagistes qui disaient que puisqu'elle ne veut plus être une esclave, elle doit céder ce lopin de terre pour eux. Et elle doit même quitter le village. Euh, ces sauvages, ces extrémistes, je n'ai pas assez de mots durs pour les qualifier, ont pris cette vieille dame de 70 ans. Ils l'ont assassinée d'une façon barbare et sauvage et ils l'ont découpée en petits morceaux pour les jeter dans des mares. Vous voyez, donc, quand on parle de la criminalisation de la lutte contre l'esclavage, c'est qu'il y a énormément des éléments à charge. Il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de témoignages qui peuvent être donnés. Et actuellement, dans l'actuel en Mauritanie, nous avons des militants de l'IRA en prison. Leur seul tort, c'est d'avoir dénoncé un cas d'esclavage, c'est d'avoir euh, mis devant des tribunaux un cas d'esclavage sur mineurs. Et malheureusement, à chaque fois, la justice mauritanienne veut faire les choses à l'envers. Ils prennent ceux qui viennent dénoncer comme des criminels, ils libèrent les vrais criminels, les vrais esclavagistes, sous prétexte que ces gens-là, ce sont les tuteurs, ce sont les parents des mineurs qui les donnent à ces maîtres, grosso modo, mais ils vont dire qu'à ces gens-là, qu'ils identifient comme des tuteurs, qu'ils ne qualifient même pas comme travail de mineur, qui est aussi puni par la loi, mais ils prétendent juste que ce sont des fausses dénonciations, donc ils sont accusés à tort de, d'avoir donné des fausses informations. Et pire, c'est l'esclavagiste ou les esclavagistes qu'on va ouvrir tous les panoplies de la justice, les permettre, les accompagner à déposer plainte et on prend des avocats pour eux, pour charger les militants, pour dire que voilà, euh, ils ont porté atteinte à leur vie, ils ont diffamé, ils ont fait des dénonciations calomnieuses, et puis ainsi de suite. Et ils se retrouvent emprisonnés comme ça pendant des années, deux fois.
des fois pendant des mois, des fois vraiment ça peut aller au-delà même. Alors, ceux qui sont en prison actuellement, c'est vraiment une vraie purge qu'ils ont menée parce que tout ce qui est vraiment des cadres responsables de l'IRA, de l'organisation IRA aujourd'hui, est aux arrêts. Et jusqu'à même l'aile politique de l'IRA qui avait des élus, qui avait deux femmes, deux braves femmes, Mariam Bint Cher et la députée Aram Achour, eux aussi, ils ont été arrêtés et emprisonnés sans même avoir enlevé leur immunité. Ils ont inventé le délit du flagrant délit. Avec cette procédure, ils disent que cela les permet d'arrêter même une élue avec son immunité sans lever leur immunité et de les emprisonner comme si c'était des criminels en détention préventive, sans jugement, sans rien. Alors que la détention préventive, logiquement, elle est faite ou s'il y a risque de fuite ou s'il y a risque d'être en danger pour les populations ou pour les habitants. Alors qu'il n'en est rien de tout ça. C'est des députés, ils ne vont pas prendre la fuite et de la garde à vue, directement, on les dépose à la prison des femmes. Alors, le coordinateur ou le responsable des droits de l'homme qui est actuellement arrêté, il s'appelle Abdullahi Abu Diop, qui est le responsable national des droits de l'homme. Il a été visé parce que c'est l'homme clé qui vraiment qui recoupe les informations, qui connaît les procédures, qui dépose les plaintes contre les esclavagistes. Donc là, ils sont partis l'arrêter directement. Et puis après, il y a El-Eid, El-Hajj El-Eid et Mohamed Nema, qui sont des coordinateurs régionaux et des coordinateurs nationaux, ainsi que des militants comme Bounnas Maïda, Mohamed Fadel Alayat et Madame Lalla Vatman et Madame Rachida. Ces deux dernières femmes, vous savez pourquoi elles sont arrêtées? Parce que c'est elles qui ont osé signaler la situation de la gamine aux militants de l'IRA. Donc, on les accuse tout simplement d'avoir déclenché une fausse procédure. Et puis, il y a la célèbre journaliste Warda Ahmed Suleiman, bien sûr, qui est enceinte. Je pense qu'elle est enceinte de 6 mois ou 7 mois. Et malheureusement, avant-hier ou hier, elle a été sauvagement battue dans sa cellule et les gardes qui l'ont battue l'ont carrément cassé une jambe. Et pour l'amener à l'hôpital, c'était tout un problème. Ils l'ont amené menotté et traîné par terre comme si c'est un objet. Le seul tort de cette dame, c'est d'avoir se plaint qu'elle a mal aux hanches et puis qu'elle a des douleurs et qu'elle voulait voir un médecin. Normalement, tout détenu, même le criminel, a droit quand même à des soins, a droit à de l'accès à des soins. Mais vous voyez, là, ce n'est plus tout simplement des détenus euh, comme les autres. Non, mais c'est devenu des, je ne sais pas, peut-être qu'il faut tout faire pour casser à la fois le moral, mais aussi le détruire physiquement, moralement, intellectuellement. Donc, tous les outils sont mis en place pour que ces gens-là soient détruits, pour qu'ils cessent ces activités de dénonciation des cas d'esclavage et, et de l'esclavage tout court. Et ensuite, il y a des détenus du côté de nos amis, de mes parents, moi, les Soninké. Ce sont des détenus de Gambanaru, Yoguntro. Gambanaru veut dire que nous sommes tous pareils, nous sommes égaux. C'est un mouvement abolitionniste qui a quand même, qui touche pas mal de pays, euh, de la Mauritanie au Mali, au Sénégal, en Gambie.
dans les Guinées. Là où il y a des Soninké, ces mouvements souvent, et même s'il n'est pas bien planté, en tout cas, il est connu. Donc, ces activités essentiellement reposent sur le combat contre l'esclavage par ascendance. Alors, vous savez, c'est la société, c'est la société sonique. C'est des gens extrêmement archaïques. Surtout, c'est des gens qui ne veulent pas trop de transformation sociétale, qui sont très, comment on appelle ça? C'est des gens qui sont toujours attachés aux vieilles pratiques. Et ceux qui détiennent tous les pouvoirs ancestraux, souvent ce sont des féodaux, c'est des gens qui ne veulent pas du tout qu'il y ait un bouleversement sociétal, qui veulent que, voilà, tout s'hérite, la lignée s'hérite, la noblesse s'hérite, l'esclave hérite, son statut d'esclave. Quand vous êtes traité d'esclave, même si vous avez tout, vous êtes vraiment instruit et que vous avez toutes vos capacités intellectuelles plus que les autres, vous ne pouvez même pas diriger une mosquée, par exemple. Vous pouvez être le plus intelligent religieusement, mais on ne va jamais vous permettre d'accéder à l'imam. On a beaucoup de problèmes de ce genre. Vous ne pouvez pas être euh, un chef du village, par exemple. Ils disent que les chefferies s'héritent. C'est un héritage. Tout est à l'héritage. Si vous avez hérité les statuts d'esclave, ah ben, vous allez rester esclave et vous allez les transmettre à vos enfants. Et comme vous l'avez eu par vos parents et vos parents l'ont eu par vos aïeux, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très ancré dans les milieux soninké, mais aussi dans les autres ethnies. Il y a les ethnies Halpulaar, il y a les ethnies Wolof, il y a les Bambara, il y a pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est exactement le même système, le système de caste. Alors, on a, on a des gens qui sont détenus depuis quand même en 2022, si je me trompe pas, si ma mémoire ne me joue pas en sale tour. Alors, ceux qui sont détenus, il s'agit, c'est des pères de famille qu'on a accusés grossièrement d'avoir agressé un homme, alors que c'est faux. Ils n'étaient même pas dans le village au moment des faits et personne n'a vu cette fameuse agression. C'est vrai, il y a eu un homme qui a été retrouvé. Et d'ailleurs, celui qui a été retrouvé, c'était le fils du. Il fait partie des fils de la chefferie traditionnelle, mais qui est favorable à, aux abolitionnistes de Soninké. Donc, souvent, ses parents le menaçaient de l'éliminer pour justement éviter que, parce que lui, il était progressiste, il voulait vraiment l'ouverture et qu'il ne voulait pas que les villages soient divisés ou que les villages continuent dans les anciens systèmes. Donc, lorsque cet homme a été agressé, ils ont trouvé tout simplement les moyens d'accuser les gens de Gambanaro pour dire que voilà, ces gens-là, ils sont violents, ils sont méchants. Même si les gens sont avec eux, ils font tout pour les agresser ou pour les porter des coups fatals. La personne, malheureusement, est décédée. Elle s'appelle Balad Gandega. Et cette personne a été agressée d'une façon barbare et sauvage. Donc, ils ont accusé tout simplement des responsables de Gambanarou dans Djogunturo. Il s'agit de Papa Kamara. C'est pratiquement tous de la même famille, ou à peu près cousin et puis frère. Il y a Papa Kamara, il y a Adama Traoré, il y a Lakhbarou Traoré et Bakary Traoré qui sont accusés à tort d'avoir agressé cet homme et malheureusement qui a succombé à ses blessures. Mais ce qui est plus étonnant, le jour de leur procès, vous savez, il y a un homme qui est sorti de nulle part, qu'on a demandé tout simplement d'aller faire quelques ablutions et de venir chirer comme quoi que c'est eux qui sont les accusés qui sont le, le,
les agresseurs. Et la procédure en première, leur procès en première instance les avait condamnés à mort. Ils devraient être exécutés pour un crime qu'ils n'ont jamais commis, pour des faits qu'ils n'ont jamais commis, pour juste un petit, je ne sais pas, excusez-moi du terme, un petit vagabond là, qui va faire quelques ablutions, qui va nettoyer ses pieds et ses jambes et sa tête. Et on lui dit, vas-y, jure, ici, il y a le Coran, ou il y a, je sais pas, il y a un bout de papier, que ce sont ces gens-là qui l'ont fait. Et on ne l'a même pas demandé, est-ce que tu as été présent? Est-ce que tu les as vus faire? Des questions aussi simples. Est-ce que tu as été présent? Est-ce que tu les as vus faire? Pourquoi tu n'as pas appelé de secours au moment des faits? Ça, c'est des choses banales. Non, parce que l'objectif était toujours pareil. Criminaliser ces gens-là, tout ce qui peut les faire taire, on va les faire taire, y compris s'il faut les exécuter, on les exécute, sans problème. Donc, cela veut dire que la question de l'esclavage aujourd'hui, elle est vraiment devenue criminelle. C'est pour ça que je dis que les abolitionnistes, on est en train de les criminaliser petit à petit. Et il faudra vraiment que des médias, que des chercheurs, qu'il y ait des gens, de, des intellectuels qui s'intéressent à cette question. Et il faudra qu'il y ait carrément des études, des nouvelles études sur la question pour essayer de sensibiliser les institutions internationales, mais aussi les institutions européennes, parce que apparemment en Europe, c'est très, très compliqué de faire accepter l'idée même qu'encore de nos jours, il y a des gens qui subissent de l'esclavage. Il y a très peu de mécanismes. Il y a des lois comme ça, des lois franchement, ce ne sont pas des lois précises, c'est des lois un peu globales. On va aller piocher peut-être un bout, et puis, mais proprement dit, une loi qui combat l'esclavage, il n'y en a pas. Et malheureusement, c'est le cas aussi de ces pays africains. Il n'y en a pas beaucoup de pays qui ont des lois. Il y a 3 pays qui ont des lois qui combattent l'esclavage, mais malheureusement qui ne sont pas appliquées, qui sont appliquées plutôt à l'envers. Ce sont les esclavagistes qu'on prend et qu'on essaye de renverser tout le temps les choses pour les criminaliser. Les lois, on les met de côté. Les 3 pays qui ont criminalisé l'esclavage, c'est la Mauritanie, forcée et contrainte par les Nations Unies, par le système des Nations Unies. C'est le Niger, c'est idem, c'est pareil. Mais dernièrement, c'est le Mali. Et le Mali, ça s'est arrivé comment? Après avoir eu beaucoup de gens qui ont été lynchés, beaucoup de milliers et de milliers de Maliens déplacés de leur village, chassés de leur village, pour, pour aller s'installer ailleurs, ou en tout cas qui devaient même sortir du Mali, parce que tout simplement, les gens Bon, mais ne voulaient pas rester des esclaves. Alors, maintenant, je pense que je risque de dépasser mon temps, mais je vais essayer de revenir sur mes recommandations parce que c'est très important. C'est facile beaucoup de gens nous disent c'est facile de critiquer, mais vous ne proposez jamais rien. Alors, moi, ça, c'est des recommandations qui datent des années. Euh, Ma première recommandation est de reconnaître la communauté haratine comme étant à part entière et victime de l'esclavage et du racisme dans la constitution de la Mauritanie. Vous savez, les Haratines, la communauté victime de l'esclavage arabo-berbère, représente pratiquement entre 45 et 50% de la population. J'abuse pas, hein. Franchement, je suis très modeste hein, là-dessus. Et c'est une communauté qui n'est même pas retenue. Il y a des minorités qui sont reconnues dans la Constitution. Les Arabes, par exemple, à tout casser, ils ne représentent pas plus de 30%. J'abuse, hein. Les autres communautés négro-africaines, Pulaar, Soninké, Wolof réunis, à tout casser, peut-être qu'ils feront aussi entre 30 et 40%. Le reste, c'est des Haratis. Toutes les autres communautés, chacun est reconnu dans la Constitution avec sa spécificité, c'est-à-dire sa langue. Mais les Haratis ne sont pas reconnus. On les ignore. On les rajoute dans la communauté arabe comme des bagages, comme toujours, des objets qui appartiennent à leur maître.
Quand leurs maîtres sont arabes, ils deviennent des arabes. Ou quand leurs anciens maîtres sont arabes, ils deviennent des arabes. Quand ils sont berbères, ils deviennent des berbères. Donc, cela veut dire qu'il faut reconnaître la communauté arabe à part entièrement. De criminaliser le racisme et l'esclavage dans la Constitution pour permettre aux associations abolitionnistes de se porter partie civile, parce que c'est très compliqué pour les associations de se porter partie civile. La création des structures d'accueil pour les victimes de l'esclavage, en les assurant d'une formation afin qu'elles puissent intégrer dans la société dans le long terme, construire des écoles, des centres médicaux dans les Adouaba. C'est-à-dire, le fait de dire à quelqu'un, vas-y, tu es libre, sans métier, sans soutien financier, sans rien, la personne vous dira, non, non, je retourne chez mon maître. Parce qu'au moins là-bas, je sais que j'aurai la gamelle, j'aurai le ventre plein. Et ça, c'est ça qui bloque essentiellement la libération des esclaves. Parce que les gens ne sont pas, n'ont pas de point de rechute, ne sont pas pris en charge. Et ils sont obligés de se retourner vers leur maître. L'indemnisation des victimes de l'esclavage pour les permettre de s'intégrer dignement dans la vie d'un citoyen libre. Des terres irrigables et habitables pour toutes les victimes de l'esclavage. Là, c'est un point aussi très important. Parce que souvent, quand quelqu'un dit que je ne suis plus esclave, le premier outil qu'ils vont aller saisir, c'est la terre qui vous permet de vivre. Et ils la confisquent. Quand on vous confisque votre unique outil de vivre sur votre sueur du front, ben, vous n'avez plus le choix, vous allez vous plier tout simplement. Donc, il faut permettre à ces anciens esclaves et les esclaves d'avoir accès à la terre. Euh, la réintégration des fonctionnaires négro-africains qui ont été tués les années 89, il y a eu beaucoup de fonctionnaires noirs mauritaniens qui ont été tués. Nous, on a toujours demandé à ce que ces fonctionnaires qu'on a exécutés, qu'il y ait une justice et en même temps qu'il y ait des enquêtes, mais une justice, et que ces gens-là retrouvent leur bien. La constitution d'une comité de réconciliation et de vérité, ça c'est pour les exécutions. L'extradition des criminels, parce que vous voyez, ceux qui ont tué les années 89, 90, 91, qui ont commis beaucoup de dégâts, malheureusement, la plupart du temps, c'est eux aujourd'hui qui commandent la Mauritanie, c'est eux qui décident, quoi. Alors, j'ai une loi pour la protection des minorités quelle que soit leur race et religion. Les minorités ne sont pas protégées. Ce sont les minorités qui nous gouvernent au nom d'une majorité fictive. Mais les vraies minorités ne sont pas protégées. L'application de la loi qui protège des enfants mineurs, rendre obligatoire la scolarité des enfants et le service militaire dès l'âge de 18 ans avec à la clé un métier pour l'avenir. La reconnaissance des acteurs sociaux, les mouvements syndicaux et les associations qui œuvrent pour améliorer les conditions de vie des citoyens. La mise en place d'une administration entièrement au service des citoyens. Une couverture sociale pour l'ensemble des citoyens mauritaniens. Voilà, je termine là. Je suis désolé, je suis sûr que j'ai été trop long. Donc, j'attends les questions et j'attends s'il y a des points à éclaircir. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Hanoun. Ben, oui, tu as pu. C'était important aussi de finir sur les propositions concrètes, hein. C'est vrai que peut-être qu'une question qu'on pourrait te poser aussi, c'est comment ça se fait qu'on est arrivé à une situation pareille de l'esclavage. Mais bon, ça pourra venir peut-être dans les questions, hein, sur un peu une visée historique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ce dont nous avions un petit peu parlé aussi, c'était la situation de l'esclavage euh, entre pays africains aussi. C'est une situation dont on ne parle pas beaucoup non plus. Donc, mais merci beaucoup
pour cet exposé qui est très concret avec les noms des personnes. Je pense que c'est important de les mentionner. Donc, merci beaucoup. Brigitte, est-ce que je peux te demander de fermer ton micro? Parce que sinon, c'est ton image qui sort. Voilà, c'est Oui. juste pour... voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Alors, donc on va laisser la place à Sana maintenant. Donc, Sana, si tu peux ouvrir ton micro. Ouais. Oui, ah, Merci ça y est. beaucoup, Voilà. Tatiana. Merci beaucoup, Hanoun, pour ton exposé et toutes ces infos, en effet, particulièrement alarmantes et importantes de rappeler. Mais donc, je prends le relais. Je m'appelle Sana Abdesalem. Je travaille pour une organisation basée en Belgique francophone qui s'appelle Ashact. Mais nous sommes membres d'un réseau international qui s'appelle la Clean Clothes Campaign, qui est un réseau de solidarité avec les travailleuses et travailleurs du secteur de la confection de vêtements. Mais donc, on est dans l'industrie de l'habillement et vraiment spécifiquement sur les personnes qui cousent ces vêtements. Donc, c'est pas la filière tout entière, mais rien que cette partie-là représente déjà plus ou moins 60 millions de personnes sur Terre et principalement des femmes. Euh, où que ce soit, principalement, ce sont des femmes qui cousent dans les usines de production de vêtements. Et donc, le lien qu'on va faire aujourd'hui avec la question de l'esclavage, c'est que l'industrie de la mode, elle a enfin, elle est fondée sur un modèle d'exploitation des humains. Donc, si on remonte un petit peu en arrière, et donc par exemple, enfin, si, voilà, dans le courant des années 70, euh, avec la mondialisation à échelle globale, progressivement, plus aucune entreprise qui vendait des vêtements ne les produisait elle-même. Donc, à partir des années 70, les entreprises de vêtements ont commencé à délocaliser, mais aussi à sous-traiter. Donc, elles ne sont plus elles-mêmes patronnes des usines de confection, mais elles font appel à des fournisseurs aux quatre coins de la planète pour produire pour eux enfin, les vêtements. Aujourd'hui, on parle du phénomène de la fast fashion. Donc, c'est cette mode rapide qui met sur le marché des vêtements hyper fréquemment et dans des quantités astronomiques. Donc, on a aujourd'hui, enfin, plusieurs dizaines, quinzaines, voire centaines pour certaines entreprises, collections de vêtements qui sortent chaque année. Et voilà, cette surabondance, cette surproduction, elle fait partie intrinsèque du modèle. Mais comme je parlais de sous-traitance au début, il n'y a plus entre l'entreprise, donc la marque de mode, et la travailleuse qui confectionne le vêtement, il n'y a plus une relation d'employeur et d'employé. Il y a une relation commerciale entre la marque et le fournisseur. Et cette relation commerciale, elle est vraiment, elle est pleine de tous les déséquilibres mondiaux qui existent. C'est-à-dire qu'il y a une domination euh, évidente de grandes enseignes donneuses d'ordre qui ont les tout pouvoirs et enfin, qui imposent leurs conditions aux fournisseurs auprès desquels elles passent commande. Les fournisseurs sont basés, donc je disais, aux quatre coins de la planète, mais il y a quand même quelques régions du monde qui sont un peu plus concernées par la confection de vêtements, et notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est, où traditionnellement, en tout cas depuis les années 80, l'industrie de la confection de vêtements a grandi, 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 jusqu'à avoir des pays-usines, on va dire, ou par exemple un pays comme le Bangladesh, où 80% de ses exportations dépendent du secteur de l'habillement. Donc le pays est complètement tributaire de l'industrie textile enfin,
pour son économie. Donc voilà, on voit il y a des déséquilibres et les déséquilibres, ils sont exacerbés par le fait que ben, les entreprises donneuses d'ordre, donc les fameuses marques de fast fashion, pour certaines, elles ont enfin, la valeur qu'elles représentent est équivalente à celle de petits États. Quand on parle d'enseignes comme Nike ou celle des groupes de luxe LVMH ou Kering, ce sont des multimilliardaires à leur tête. Voilà, donc là, il y a un véritable déséquilibre. Mais donc ce modèle d'exploitation, il va avoir des conséquences très très concrètes sur les personnes au bout de la chaîne, donc les femmes qui produisent les vêtements. Elles sont soumises à des cadences intenables, donc on a fréquemment euh, voilà, les récits et les témoignages de travailleuses concernées qui vont bosser 12, 13, 14 heures par jour, parfois même non-stop parce qu'il y a une commande à délivrer et donc on va dormir sur place et on ne quitte pas l'usine tant que la commande n'a pas été produite. Et donc ça, c'est vraiment sous la pression des patrons des usines. Euh, et sans prendre de pause, évidemment, sans parfois même avoir accès à de l'eau ou à de la nourriture pendant toutes ces journées. Euh, Ce sont des personnes qui vont être très, enfin, excessivement mal payées, donc sous-payées. On parle, nous, de salaire de misère. On promeut dans notre réseau international le salaire vital, donc un salaire qui permettrait de vivre dignement. In fine, ce que perçoivent les couturières, c'est entre 3 et 5 fois moins que ce qu'elles devraient percevoir pour vivre dignement. Donc, si on prend l'exemple au Bangladesh, euh, donc elles vont percevoir l'équivalent d'une centaine d'euros par mois, alors qu'elles devraient percevoir l'équivalent de 500 euros par mois pour pouvoir vivre dignement. Euh, donc ça, la situation globale. Les pays eux-mêmes sont mis en concurrence les uns avec les autres, donc il y a pas, enfin, ça n'incite pas à améliorer comment, le filet de sécurité sociale à échelle nationale, puisque si un État augmente son salaire minimum, il craint de voir disparaître les commandes, en fait. Et on a pu l'observer. C'est une réalité. Quand on regarde la filière d'approvisionnement d'une enseigne comme H&M, Primark ou Adidas, ce sont des centaines de fournisseurs. Donc ces entreprises, elles ont tout à fait la possibilité du jour au lendemain de quitter une usine, de quitter une région de production ou de quitter un pays pour X ou Y raison. Et donc cette pression-là n'incite pas non plus les États à augmenter les seuils de protection sociale. Et c'est pour ça que les salaires minimums en vigueur dans ces pays sont extrêmement bas et ne permettent pas de vivre dignement. Parce que souvent, c'est l'argument des marques de mode. Elles disent, mais nous, on respecte la loi, on respecte le salaire en vigueur dans les pays dans lesquels on fait produire. Certes, mais ce n'est pas assez, en fait. Et donc, c'est pour ça que nous, on pousse pour que les salaires soient équivalents à un salaire vital et pas au salaire minimum. Ou alors qu'elle rassure les États afin qu'ils augmentent le salaire minimum en place, sur place. Mais donc, voilà, ces conditions d'exploitation, elles ont évidemment des conséquences aussi sur ben, la santé des travailleuses et travailleurs concernés. On parle aussi de conditions parfois d'insalubrité sur le lieu de travail. Donc, on a commémoré ce 24 avril le 13e
anniversaire depuis l'effondrement du Rana Plaza, qui est un immeuble qui s'est effondré à Dhaka, au Bangladesh, en 2013, en emportant la vie de 1138 couturières et couturiers qui étaient forcés de venir travailler, puisque l'immeuble dans lequel les usines étaient situées avait commencé à se fissurer la veille. Mais en fait, parce qu'il y avait des commandes à réaliser, les gérants n'ont pas laissé les travailleuses et travailleurs partir, et donc ils les ont contraints à rester sur place. Et voilà, quand les meubles s'est effondré, euh, ça a eu les conséquences dramatiques que je viens d'expliquer. Alors, euh, aujourd'hui, les conséquences, donc cette catastrophe, ça a été la plus marquante, on va dire, par son nombre enfin par le nombre énorme de personnes qui ont perdu la vie, mais des petites catastrophes, entre guillemets, il y en a toutes les semaines. Toutes les semaines, on peut compter un incendie dans telle usine, une explosion de chaudière dans telle usine. On a eu malheureusement aussi connaissance enfin, des effets plus en plus prégnants du changement climatique sur les conditions de travail des travailleurs et travailleuses concernés. Par exemple, l'impact d'inondations enfin, sur le lieu de travail, ou des chaleurs excessives, donc les températures extrêmes. Avec le réchauffement climatique, euh, les collègues syndicalistes sur place font de plus en plus affaire à des cas d'évanouissement, des cas de déshydratation extrême, parce que les personnes doivent rester sur le lieu de travail, doivent produire, malgré des températures qui augmentent et sans aucun temps de repos, voilà, sans pouvoir récupérer. Donc ça, c'est ce qu'on observe généralement. Et ce que je voulais dire aussi, pour pas rester que sur les constats et les mécanismes d'exploitation, c'est comment est-ce que nous, on s'organise pour pouvoir soutenir ces travailleuses et travailleurs. Donc je parlais du réseau international qui est composé d'organisations notamment syndicales dans les pays de confection qui permettent de faire remonter les réalités des travailleurs et travailleuses. Et nous, on travaille avec des campagnes ou avec des campagnes soit à échelle internationale, soit beaucoup plus ciblées sur il se passe cette situation dans telle usine, voilà telle et telle entreprise qui s'approvisionne dedans, et on fait pression collectivement pour interpeller la marque qui s'approvisionne dans l'usine concernée par les violations des droits. Ça, peut-être pour faire un peu écho avec ce que Hanoun expliquait tout à l'heure, nous, ce qu'on déplore également, c'est l'absence de législation contraignante. Ce qu'on promeut absolument, c'est que les enseignes de mode donneuses d'ordre, qui tirent le plus gros profit sur le dos de ces millions de travailleuses et travailleurs, soient contraintes, enfin, par la loi, de faire respecter les droits humains dans leur filière. Or, aujourd'hui, il n'existe pas de cadre juridique contraignant suffisant pour contraindre ces entreprises à faire le nécessaire dans leur filière, donc dans leur chaîne de valeur. Et donc ça, c'est un enjeu de taille. Nous, à défaut de ce type de législation, on promeut des accords contraignants entre les marques et les syndicats internationaux et nationaux sur certaines thématiques, et notamment sur les questions de santé et de sécurité dont je parlais tout à l'heure, où il y a un programme depuis l'effondrement du Rana Plaza qui existe au Bangladesh et maintenant au Pakistan, et qui permet d'engager la responsabilité juridique des entreprises et surtout de les engager financièrement sur le fait d'inspecter les usines régulièrement, de former le personnel aux enjeux enfin, de sécurité et de santé, et surtout de remédier voilà, aux choses qui auront été identifiées comme problématiques. Euh, voilà, peut-être de dire que du coup, enfin aussi pour faire écho avec ce que Hanoun disait un petit peu, évidemment, tout ça ne se passe pas dans le plus grand des calmes. Nos collègues syndicalistes dans les pays de confection prennent des risques quotidiennement pour défendre les droits des travailleurs et travailleuses concernés. Le syndicalisme est encore
très très fortement réprimés. On a eu vent notamment du cas d'un collègue syndicaliste en Turquie qui pour le moment a été enfin, emprisonné. Il est accusé, je pense, d'incitation à la haine alors qu'il était simplement posté devant une usine avec les travailleurs de l'usine pour porter leur voix et en fait il a été arrêté de manière arbitraire et ça fait presque un mois qu'il est peut-être un peu plus d'un mois qu'il est enfermé maintenant et ça c'est monnaie courante, c'est-à-dire que les syndicalistes ont une pression conséquente. Alors, je dis les syndicalistes, mais c'est toute personne qui élève sa voix, hein, parce qu'il y a plusieurs pays dans lesquels former un syndicat n'est pas possible ou c'est interdit, et donc du coup, ça prend une forme d'association ou même de manière informelle. Mais toutes les personnes qui élèvent leur voix font face à des menaces. Les travailleurs et travailleuses qui dénoncent une situation peuvent être blacklistés, ne plus, enfin, être licenciés du jour au lendemain, ne plus trouver de travail dans les usines à proximité à cause de leur militantisme et de leur engagement. Et donc, ben voilà, ça c'est un courage immense qu'on peut enfin, leur reconnaître. Et voilà, et enfin, ce travail-là nous permet de pouvoir nous inscrire en solidarité et depuis la Belgique, depuis l'Europe, enfin, faire retentir des campagnes devant enfin, ouais, là où siègent les entreprises donneuses d'ordre. Donc, voilà, les interpeller là où elles vendent et là où elles font beaucoup de profit. Je vais peut-être m'arrêter là et Super. le reste peut se faire en Oui, oui, questions-réponses. Ouais. oui, oui. En tout cas, merci beaucoup, Sana, parce que ça donne un contexte global, mais aussi actuel de la situation. Et bien sûr, donc on a déjà publié un article pour présenter ce webinaire dans lequel on a mis le lien hein, de l'association, mais aussi ce qui est important aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que la Clean Clothes Campaign, c'est quand même quelque chose de très large, d'international et avec des événements particuliers. Hein. Donc, je pense que c'est très bien documenté quand on va sur le site aussi. On voit dans les différents pays, on voit les acteurs, on voit les situations. Donc, c'est vraiment, si on veut s'informer, il y a toute l'information qui est bien précise et bien ouverte. La même chose pour l'IRA. Sur le site de l'IRA, il y a tout l'historique, toutes les explications et les préoccupations et les situations de vigilance actuelles. Donc, merci beaucoup pour vos deux interventions. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour soit témoigner, soit poser une question. Donc, la parole est à vous. Je vais changer ma vision pour que je puisse voir tout le monde. Donc, voilà, ça y est. Voilà, nous sommes 12. Donc, c'est un bon petit groupe. Donc là, il y a un petit peu de temps. Donc, on a une demi-heure, en fait, hein, pour poser des questions et pour pouvoir... euh, j'essaye de mettre, de voir toutes les... Attends, comment je peux mettre ça? Bon, je n'y arrive pas, c'est pas grave. Ah, voilà. Bonjour, Moussa. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Vous avez la parole. Ok, bonsoir. Je m'appelle Moussa, je suis homme relais du GAMS. Je crois que vous connaissez ce que ça veut dire, homme relais du GAMS. D'accord, enchanté. Oui. En même temps aussi, conseiller de M. Biram Dabeid en Europe. Donc, je suis membre de l'IRA Belgique. OK. C'était pour bon, essayer de confirmer ou de témoigner ce que vient
de dire mon compatriote, mon neveu, Diko Hanoun, qui est un grand défenseur des droits humains, et plus particulièrement le droit des Haratines en Europe et en Mauritanie et dans tout le monde entier. La Mauritanie est un pays reconnu, euh, bon, ou bien le pouvoir reconnu comme le pouvoir de l'apartheid, là où il y a l'esclavage, il y a le racisme. Et en ce moment même, nos militants et militantes sont tous en prison. On a déjà 2 députés qui sont enfermés en prison avec leur immunité parlementaire. C'est seulement parce qu'elles ont dénoncé l'esclavage. Donc, c'est un pays qui est là où il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de manifester. Le 16 avril, nos militants ont manifesté. Ils ont été molestés et arrêtés en prison. Le 26 aussi, c'était la même chose. Ils ont manifesté contre l'esclavage et contre la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, le gaz, etc. Ils ont ici encore molesté, enfermé. Et bon, on a aussi une dame enceinte nommée Warda qui est en prison. Et bon, avant-hier, on l'a trouvée à la prison civile. Cette femme, elle a été frappée jusqu'à qu'elle a eu la jambe cassée, tout ça. Donc, ça ne va pas du tout dans notre pays. Ça ne va pas du tout. C'est ça que je voulais ajouter là-dedans pour confirmer tout ce qu'il a dit est une réalité. C'est pas une propagande. C'est la pure réalité. Oui, 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 oui. Non, c'est très important, hein. C'est très, très important. Et peut-être juste préciser une chose aussi, c'est que normalement, à nous, on en a un petit peu parlé, l'esclavage est normalement interdit. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que légalement, il y a des lois pour interdire l'esclavage en Mauritanie, mais en réalité, la légitimité religieuse, soi-disant religieuse, au nom de la religion, on pratique l'esclavage aussi. C'est comme utiliser la religion et le pouvoir des imams pour aller dans une direction qui est illégale, en fait. Il y a comme un conflit, si j'ai bien compris, entre la légitimité Oui, et la légalité. Oui. effectivement, vous avez raison, parce que le président Biram avait une fois brûlé les livres codifiés là où il y a l'esclavage. Mais bon, il a été condamné à mort, ça fait un grand bruit. Mais après, il a été, avec la pression internationale, il a été libéré. Donc, les maîtres profitent de cet esclavage en avançant bon, la religion, l'islam, le code islamique et tout ça, alors que c'est interdit. Même l'islam interdit l'esclavage. Oui, Donc, c'est archi faux. c'est ça. Ah oui, non, tout à fait. J'aurais une Oui. question. Ça a été criminalisé et tout ça. OK, Jean-Marc a une Oui. question. Oui, oui, vas-y. Oui, je voudrais poser la question Oui. donc à Nundiko. D'après vous, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire évoluer positivement la situation? Est-ce que c'est plus, est-ce qu'on peut attendre donc avec la criminalisation donc de l'esclavage dans plusieurs pays d'Afrique? Est-ce que c'est au niveau des pays africains où les choses peuvent évoluer? Ou est-ce que c'est plus avec des pressions au niveau international qu'on peut espérer quelque chose? D'après vous, qu'est-ce que c'est qui peut, sur quoi on peut espérer un changement positif dans les prochaines années? Je peux répondre. Mhm. Oui, oui, tout à fait, vas-y, Anne. D'abord, je remercie Sana, vraiment son exposé très éclatant. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est un secteur que je ne connais pas, mais voilà. Je remercie mon doyen, Moussa. Vraiment, merci Moussa. J'espère qu'en Belgique, vous tenez la tête entre les épaules malgré les difficultés et le chemin est plein Oui. d'embûches. Alors,
Jean-Marc, je pense que votre question, vraiment, elle est bien posée. Si réellement on veut que les choses avancent, il faut une pression internationale parce que nos États n'ont peur que de l'étranger, ce qui vient des Européens ou ce qui vient des Occidentaux. Parce que le monde arabe, on sait que les droits humains, la lutte contre l'esclavage, c'est pas leur tasse de thé. Et c'est des pays qui sont très peu regardants sur la question de l'esclavage particulièrement. Donc, si réellement on veut un changement quelconque, je pense qu'on doit mettre la pression sur nos États au niveau international pour que ces États agissent. D'ailleurs, historiquement, quand on regarde que même les abolitions, ce sont les pays occidentaux pratiquement qui l'ont imposé à tout le monde. Hein, hein. Ce sont les pays occidentaux qui l'ont imposé à l'Arabie Saoudite et ce sont quelqu'un Il qui parle, il y a un Roger problème. Seco. Roger, vous pouvez muter votre micro. C'est Roger, oui, ok, je coupe le son, oui. Ouais, Roger. Ouais. Donc, quand on regarde même historiquement, ce sont des pays puissants occidentaux qui ont quand même imposé l'abolition de l'esclavage, d'Abraham Lincoln jusqu'à Europe, etc. Quand vous regardez au fond, quand on parle de l'esclavage, même récemment, vous avez vu la résolution que le Ghana a déposée au niveau des Nations Unies qui a été validée. C'est une bonne résolution. Le seul problème, c'est que cette résolution qui issu l'esclavage au plus grand crime, les plus abominables, le seul problème de cette résolution, c'est que ça ne traite qu'un cas d'esclavage. Ça ne traite pas tout l'esclavage dans son ensemble. Ça traite que l'esclavage transatlantique, c'est-à-dire l'esclavage des Occidentaux. C'est pour cela qu'il y a eu des abstentions. Il y a eu des pays qui ont carrément rejeté la résolution. Même s'ils sont pas nombreux, ils étaient que trois. Mais aussi, si vous regardez au fond, l'esclavage saharien, transsaharien, on n'en parle pas. L'esclavage arabo-musulman, on n'en parle pas. L'esclavage entre nous, les Africains, on n'en parle pas. Bouche bée. Et pire, tous les pays africains mettent en avant la traite négrière, mais jamais ils ne parleront de la traite saharienne, la traite arabo-musulmane, la traite intra-africaine. Ça, c'est des signes avant-coureurs qu'il faudra, il faudra encore revigorer nos États pour les pousser vraiment à légiférer sur la Il y a un quelqu'un problème. qui a son micro. Ginette, Ginette, il faut couper ton micro. ouais. Voilà. Donc, il faudra qu'on essaye de redynamiser les abolitionnistes pour pouvoir imposer une abolition à tout le monde. Des pays comme l'Afrique, où on chante tous les jours que l'Afrique est un continent le plus pillé au monde, le plus esclavagisé, le plus ceci, le plus cela, quand vous allez leur demander, avez-vous une loi contre l'esclavage, ils vont vous dire non, on n'en a pas. Et quand vous leur demandez d'abolir l'esclavage, c'est toute une histoire. Parce que après la colonisation, malheureusement, l'élite qui a hérité le pouvoir, souvent c'est une élite qui est issue de l'élite féodale, de l'élite suprémaciste,
de l'élite qui a carrément collaboré avec les colons et qui, par ricochet, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, n'ont pas pensé à légiférer ni à combattre l'esclavage. Ils ont plutôt pensé comment il faut les pérenniser et ensuite utiliser la question contre les Occidentaux. C'est ce volet-là qui est vraiment qu'il faudra que des voix s'élèvent pour vraiment mettre la pression. Voilà. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à à toute la question. Si, très, très bien, merci. Mhm. Oui, merci Jean-Marc, merci Moussa pour le témoignage et pour le fait d'être là avec une association qui est quand même très importante aussi, qui est l'association du GAMS, hein. Donc, Oui. je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'implication du GAMS. Le GAMS est en Belgique, mais en France aussi, je pense, non? Non, non. En France, il n'y a pas de GAMS. Ah, il n'y a pas les GAMS. Ah, je crois. Peut-être Oui, ils ont des relations, mais il n'y a pas une section spécifique uniquement pour le GAMS là-bas. d'accord. Mais le GAMS aussi, en ce moment, ces derniers temps, c'était le mois d'avril 2000, je crois, 2022. Je crois, oui, c'était 2022, je crois. Bon, je crois, ouais. Oui, bon, le mois de mars 2000, le 27 mars 2023, bon, le GAMS m'a demandé de faire un atelier pour les expliquer exactement l'esclavage en Mauritanie parce que ils ont eu beaucoup de demandeurs d'asile qui ont pris la fuite en Mauritanie pour venir demander l'asile concernant être protégés euh, pour le cas d'esclavage dont ils sont victimes en Mauritanie. Donc, on a fait cet atelier-là avec l'ensemble du personnel du GAMS. Et on a fait ça à Namur. Donc, le GAMS aussi est impliqué dans cette lutte contre l'esclavage, comme IRA, Belgique aussi. D'accord. On est dans le même combat pour malgré qu'il y a beaucoup de difficultés, mais quand même nous ici on arrive quand même à manifester, à dénoncer devant le Parlement européen, devant l'ambassade de Mauritanie, en Belgique et tout ça. Donc et faire des marches à chaque fois qu'il y a un cas d'esclavage. Bon, nous on réagit, on manifeste devant le Parlement européen pour dénoncer, parce que le D'accord. Parlement européen aussi a des accords, économiques avec la Mauritanie. Donc, il faut, comme l'a dit Diko, il faut qu'il y ait une pression internationale parce que les Européens font des financements à ce pays-là qui est là, qui est en train de continuer à, à discriminer, à esclaviser les personnes et que aucun État africain ne dénonce et aucun pays africain ne le dénonce. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. En effet, c'est interpellant hein, quand on a préparé ce webinaire aussi, à nous expliquer que, en fait, on parle toujours de l'esclavage et dans l'inconscient collectif, on a toujours l'idée que c'est l'Occident qui a pris l'Afrique pour l'esclavage outre-Atlantique. Alors qu'en fait, aujourd'hui, une des réalités de l'esclavage, c'est entre pays, entre Africains eux-mêmes. Donc, et même Oui, oui, au-delà des frontières africaines, évidemment. Et donc, ça, c'était quand même oui, oui. très, très, très important et très intéressant aussi à, à ne pas oublier cette réalité-là. Et avec la misère, quand même, qui est de plus en plus grandissante, on a parlé tout à l'heure du textile, mais il y a des relations où les gens sont vendus comme des objets et comme sont simplement des outils de profit. Et la valeur humaine
est de plus en plus discriminée. C'est pour ça que, bon, au niveau de l'agence de presse de Presenza, c'est un thème qui nous semble particulièrement important aujourd'hui et à aborder de différentes manières et à partir des différents lieux aussi. Hein. Donc vraiment, que ce soit de l'IRA, que ce soit du GAMS, que ce soit de l'association ou Clean Clothes, c'est vraiment important de recevoir les informations et les pistes d'action aussi pour pouvoir, pour pouvoir répondre et pour pouvoir dénoncer ça et avoir une dimension plus internationale. C'est surtout ça. Au moins ça, on peut le faire, quoi. Alors, on a un nouvel intervenant qui vient de participer parce il a eu un peu de mal parce qu'il est outre-mer. Alors, il nous parle ici dans le chat. Avez-vous parlé des marins en situation de quasi-esclavage dans la flotte fantôme? C'est-à-dire ça, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous voulez vous en parler, expliquer un petit peu ou je ne sais pas si quelqu'un est au courant de cette situation-là. Oui, Sincèrement. je peux peut-être. Ah, Vous m'entendez? Ça va? bonjour. Oui, oui, on vous Oui, entend. bonjour. Moi, j'aurais voulu être là avant, mais bon, il y a des obligations, des impératifs. La flotte fantôme, en fait, ce sont les grands navires de pêche dans les eaux internationales qui appartiennent aussi bien à la Chine ou à d'autres États. Et en fait, on retire les marins qui sont à bord de beaucoup de ces navires n'ont plus de papier et ils sont contraints de rester à bord de ces navires. Vous voyez, un navire, c'est comme une prison. C'est un espace très restreint et on peut rester des années. Donc la flotte fantôme, c'est cette flotte qui fait de la pêche qu'on appelle INN, illégale, etc., mais dont certains États et propriétaires privés profitent. Et je pense que c'est une dimension qui est souvent pas très connue, alors que le monde maritime, c'est la mondialisation, c'est l'extractivisme des ressources, dont le poisson. Hein. Le poisson, il faut savoir qu'il est en train de disparaître à l'échelle mondiale de manière extrêmement importante. Et avec des hommes, je veux dire là, des hommes parce que là, je dis au sens masculin, hein, pas des femmes, parce qu'on fait travailler des hommes pour leur force physique et on les contraint. Donc voilà, comme désolé, hein, vous avez commencé depuis un certain temps et je ne sais pas s'il y a une typologie ou si vous avez fait un petit tour de l'ensemble des formes d'esclavage, mais je voulais cibler celui-là parce que c'est un de ceux que j'ai identifié, c'est pas le seul. Et j'en profite pour dire, effectivement, dans la tradition, entre guillemets, historique de l'esclavage, en Outre-mer, dans l'océan Indien, par exemple, les traditions musulmanes, à une époque, au 18e, hein, au 17e, il y avait des formes d'esclavage. Je veux dire, c'est pas propre à l'Occident, et là, je rejoins complètement ce que vous avez dit. Et pas, c'est pas pour autant que ça honore les uns les autres, hein, qu'on soit bien clair. Mais je pense que c'est important de restituer la dimension historique, sociologique, et encore aujourd'hui, je pense que ça a été dit sans doute par les interlocuteurs là qui sont d'Afrique, mais on est loin de cantonner l'esclavage, de mon point de vue, à ce qui se passe en Afrique, malheureusement. Enfin voilà, là c'était éclairé ce qu'était la flotte fantôme. Cette flotte fantôme, ce sont ces centaines, voire ces milliers de navires qui sont dans les eaux internationales et dont des armateurs protégés par certains États profite abondamment, hein, et exploite, là, au sens propre, comme figuré, des hommes, et c'est une situation de quasi-esclavage. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur mon propos. Eh bien, merci beaucoup. Et si vous avez un peu plus de ressources ou de littérature là-dessus, vraiment, ce serait bien de faire un article là-dessus aussi. En effet, c'est aussi c'est ça qu'on a vu en ouvrant le thème de l'esclavage. En fait, déjà rien qu'avec la quantité d'articles qui sont sortis, les différentes formes d'esclavage, c'est vraiment très interpellant, quoi. Et comme vous dites, en effet, en faisant un petit peu de recherche historique, c'est quelque chose qui nous traîne depuis l'Antiquité, en fait. Hein. Dès l'Antiquité, il y avait cette forme d'esclavage. Et donc, considérer l'être humain, le discriminer, considérer des êtres humains comme en dessous d'autres pour pouvoir les exploiter, c'est quelque chose qui nous traîne déjà dans toute l'histoire humaine. Et justement, face à laquelle, un jour, il faut dire non, quoi. Aucun être humain n'est au-dessus d'un autre. Et aucun être humain n'a le droit de dominer l'autre et en plus de l'exploiter, quoi. Mais si on n'a pas cette vision d'objet, c'est difficile d'exploiter quelqu'un qu'on valorise ou quelqu'un qu'on respecte.
Donc, nous, c'est un peu par cette piste-là de se dire, bon, récupérons le regard humaniste et que à partir de le paradigme dans lequel tout être humain est égal à un autre, à partir de là, il est clair que l'esclavage n'a plus sa place. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, il y a comme des clés humanistes à partir desquelles il faut dénoncer ça et remettre les valeurs qui sont normalement des valeurs européennes, qui sont normalement des valeurs des Nations Unies. Théoriquement, ce sont ces valeurs-là qui défendent. Donc après, il y a une hypocrisie, évidemment, parce que les droits de l'homme, on sait bien que dans certains pays, il y a plus de droits de l'homme que d'autres, quoi. Donc ça veut dire que il y a des hommes qui sont plus hommes que d'autres. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, euh, donc c'est peut-être intéressant, comme disait Anouk tout à l'heure, je trouvais ça très juste de remettre les choses à l'endroit, quoi. Hein? Parce il y a une logique profondément capitaliste, quoi, de la rentabilité à tout prix, qui légalise et qui légitimise une attitude qui est insupportable, quoi. Et en plus, comme vous avez dit très bien, Sana, avec tous les syndicalistes, etc., ou toutes les personnes qui dénoncent simplement les mauvais traitements, et puis à nous aussi en Mauritanie, avec tous les militants là qui se font vraiment torturer. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, agir pour le respect des droits de l'homme, le respect de la vie, de l'environnement, etc., on fait face à une criminalisation qui est extrêmement surprenante en Europe comme partout ailleurs, hein. Quand vous voyez les manifestations, la répression qui est disproportionnée, hein, de la police ou les États dans lesquels on met les policiers, c'est impressionnant c'est très, très impressionnant, quoi. Le retour par rapport à un combat ou par rapport à des luttes justes. C'est de plus en plus scandaleux et partout dans le monde. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, la solidarité internationale. Je ne sais plus qui parlait de ça. Ah ben, c'était à la question de Jean-Marc. C'est clair que, on ne peut plus lutter tout seul, hein. C'est important d'avoir cette vision et cette perspective internationale aussi. Donc, tout ce qu'on peut faire ensemble et diffuser un maximum les actions, les pétitions, les situations, il faut le faire. Quand vous avez parlé tout à l'heure de Biram Darabaid, donc qui est député en Mauritanie, qui a subi, ça fait 30 ans hein, qu'il lutte, et il n'est pas mort seulement grâce à la pression internationale, hein, parce qu'il a su communiquer et avoir des relais dans les différents pays. Et pour l'instant, il est en Belgique, en fait, hein, parce que c'est trop dangereux d'être là-bas. On parle de lui, mais on a Roger qui se trouve au Congo pour l'instant. Je ne sais pas s'il a pu se connecter, je ne sais pas s'il est encore là. Quand il raconte les nécessités de fuir Goma, etc., toutes les régions, il y a plein de régions dans le monde où le fait de défendre les droits de l'homme, le fait de protester, c'est très dangereux, hein. Ouais, et le problème, et la raison au Congo, en République démocratique du Congo, ce sont les mines principalement. Ah oui, bien sûr. Ben oui, oui, oui. Oui, non, tout à fait. C'est-à-dire partout où il y a des Non, ressources. je voulais, Oui, oui. Qui est-ce qui voulait intervenir? moi, je voulais réagir un peu sur les paroles de Michel Bernard. Ah oui, Il a d'accord. parlé le problème d'esclavage dans les bateaux marins là. Mhm. Mais il y a aussi des cas comme ça, des cas d'esclavage euh, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, là où les Indonésiens, ils travaillent, et après on reprend le passeport et le papier, et on ne les paye pas, on les impose de travailler. La première année que j'avais mon oncle qui était parti en Arabie Saoudite avec son épouse, ils ont été pris là-bas hein, en esclavage, on les a retiré le passeport, le carte d'identité, ils ont fait 2 ans enfermés dans une maison et ils ne sortaient pas. Donc c'est pas seulement les marins, c'est même dans le travail domestique ou bien dans le travail en tant qu'ouvrier, tout ça, il y a de l'esclavage. C'est terrible. Et Et il y a deux, trois choses que je souhaitais dire. Et pour reprendre ce que vous avez dit, c'est d'une part faire disparaître l'humanité, qui est un processus, c'est-à-dire qu'on déshumanise
C'est-à-dire l'autre n'est plus une personne et à partir de là, c'est tellement plus facile. Hein, je vous rappelle que par exemple la Shoah, ça a été dénoncé lors du procès de d'Eichmann en Israël, lorsque dans le procès, hein, j'entends, je ne vais pas faire d'histoire très présente, mais plus ancienne, en fait les fonctionnaires ou les agents de ce système étaient déresponsabilisés, ne faisaient qu'exécuter, premièrement, et deuxièmement, l'autre n'était plus un humain n'était plus qu'un moyen d'exercer une fonction à un moment donné. C'est-à-dire il y a à la fois une déshumanisation de l'autre, dont l'humanité c'est extrêmement important, et deuxièmement, il y a un processus qui déresponsabilise les auteurs. Parce que il faut des complices, c'est pas qu'une personne d'un système. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous le savez sans doute, hein, il y a eu donc le 27 avril 1848, ça a été dans les Outre-mer français en tout cas, c'est un jour férié, c'était lundi dernier. Donc il y a eu un certain nombre de cérémonies, de rappels, et il y a l'aspect mémoriel. C'est-à-dire qu'il y a un côté amnésie de l'histoire française, par exemple, mais pas seulement, hein. Je pense à tous ceux qui ont été colonisateurs de ce système d'esclavagisme qui a encore et qui pèse encore aujourd'hui. Et voir dans les populations des territoires dans lesquels moi je suis, dans les échanges que l'on a, cette mémoire, elle est complètement effacée, voire ignorée par les populations qui ont hérité parce que leurs arrière-arrière-grands-parents ont été esclaves, etc. Troisièmement, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais pour moi, ça me semble aussi important, c'est la place particulière des femmes et des enfants. L'esclavage des femmes, que ce soit l'esclavage sexuel, que ce soit l'esclavage dans le travail et des enfants, c'est une forme aussi moderne, puisque nous savons qu'en Occident, pas mal de ces vêtements pas chers, de cette mondialisation, ben, est liée à une forme d'esclavage. Donc, ça fait le lien entre ces navires hein, qui sont partout dans le monde. Et d'ailleurs, s'il n'y avait plus de navires, il n'y aurait pas de mondialisation. Bon, bref, ben derrière, ils viennent quand même de beaucoup de pays et nous-mêmes, on est, et à un moment de mettre en lumière, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Jean Gosse. Hein. Bon, moi, je suis très lié au mouvement non violent et aussi, Jean Gosse était un leader, j'en ai connu d'autres, hein, mais je l'ai connu à titre personnel, un acteur là de la non-violence évangélique, comme il y a la non-violence de Gandhi qui est plutôt la Bhagavad Gita, etc. Enfin bref, c'est de dire la vérité, de dénoncer. Donc, à un moment, on doit aussi dénoncer toutes ces pratiques et aussi mettre en lumière notre propre responsabilité. À un moment donné, nous autres qui sont métropolitains d'origine, parfois on est dans un aveuglement parce qu'on nous a structuré une manière de penser. Moi, j'ai quelques contacts, que ce soit en Polynésie, par exemple, avec Oscar Temaru, où j'avais un contact en Guyane très fort avec un chef amérindien qui est décédé il y a 2 ans, malheureusement, qui était à 62 ans. Mais quand ils nous racontent leur histoire, je veux dire, le lien avec l'esclavage, je veux dire, et d'autres formes hein, de violence, de tyrannie et d'exploitation sont extrêmement importantes. Donc, c'est l'aspect mémoriel, et je pense j'ai envie de dire mes frères, parce que j'ai beaucoup aussi d'affection, beaucoup depuis que je suis beaucoup plus jeune africain. Il y a aussi un côté mémoire, écriture, témoignage. Là, un des points que l'on avait ici, là où je suis dans le territoire d'outre-mer, c'était l'importance de recueillir le témoignage des gens dont la transmission se fait pas par écrit, hein, se fait oralement. Et c'est la question comment on retrace ces mécanismes. Enfin voilà, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je suis quelqu'un de bavard, mais parce que je suis à la fois passionné, intéressé, engagé, même si j'ai un certain nombre d'obligations, mais je pense qu'on doit dire les choses. Et merci pour votre... voilà. Même si je peux Merci. glisser un mot. Oui, je ne sais pas si Sana voulait réagir par rapport, Ouais, comme on ça parlait, dit. Bernard, on a parlé donc avec Sana qui est coordinatrice d'une association qui s'occupe justement de protéger la question du textile. Mais je pense que ce que vous dites c'est super important aussi de la question d'un système, ça c'est sûr. Donc je ne sais pas si Sana, tu as envie de rebondir un peu là-dessus ou bien pas. Comme tu veux. Peut-être, enfin, j'ai l'impression que ça faisait simplement écho à ce que j'ai pu dire préalablement, mais donc, enfin, comme Bernard, je pense, s'est connecté plus tard, il n'a pas eu Oui, le fil. Oui. l'exposé que j'ai partagé, mais les autres bien. Donc, je vais pas me répéter, mais je suis d'accord sur le fait que, tout à fait, c'est un système, un système à dénoncer et
oui, et à démanteler autant qu'on peut. Bien, merci. Il y a Anoun, une personne qui a Oui. levé la main aussi. ah oui, d'accord. Est-ce qu'on laisse parler la personne peut-être? Et Anoun, tu veux Euh, après? Tu veux non, bien? non, on y va pour la personne, j'ai noté. D'accord, ça va. Alors, c'est la personne qui est sous Samsung. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est Roger ou bien? Non, c'est Non, pas Roger, non. pas Roger. Bon, Bon, enfin, euh, je crois pas. la personne qui est indiquée comme Samsung SM, vous avez levé la main, donc la parole est à vous, si vous le voulez. Ah, peut-être qu'il y a un souci de connexion. Hmm. Bon, alors Anoun, je te donne la parole avec plaisir. Ok, merci. En tout cas, moi, je suis très, comment on appelle, très content qu'on discute ici de cette question de l'esclavage et on se rend compte tous que vraiment qu'on a énormément de différents types d'esclavage. Et l'esclavage n'est pas tout simplement cette définition du dictionnaire. C'est pour cela qu'il est temps de revisiter cette question et de remettre les choses à jour. Parce que la question de l'esclavage, elle a aussi migré, elle a changé de visage, elle a changé de méthode, elle a changé de technique. Je pense que nous, en tout cas, notre grosse difficulté aujourd'hui, c'est que on n'a pas, on ne trouve jamais des financements, rien que pour nos défenses. Quand on est attaqué, vous savez, les tribunaux, ça coûte trop cher. Ça demande des moyens. Et quand vous êtes seul en employé et vous avez une famille à charge, quand vous êtes attaqué devant un tribunal, c'est pas aussi simple vraiment de résister. Finalement, il y en a beaucoup qui ont abandonné parce que il va que c'est une charge colossale. En Mauritanie, par exemple, si les gens sont attaqués pour prendre des avocats, pour prendre les charges de la défense, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, la loi dit que normalement, la défense des personnes diminuées ou des personnes sans ressources devrait être universelle, une prise en charge universelle. Mais ils ne les acceptent jamais, ils ne les prennent jamais en charge. Et quand nos organisations, moi, depuis 2001, on a créé l'Association des Haratines de Mauritanie en Europe. Moi, je ne suis pas au courant d'un financement quelconque, d'un projet, pour ne rester que d'aller sur le terrain, d'essayer de recenser des cas d'esclavage, d'essayer de les sensibiliser, mais aussi de les accompagner. Il n'y en a pas. 25 ans, on n'a jamais eu de financement. Et je pense que mes collègues diront, surtout mon doyen qui est là, Moussa, peut en témoigner. Les financements, c'est vraiment Il n'y en a pratiquement, pas. on peut dire zéro. Là où on Il demande n'y en des a pas. financements, voilà. Même les institutions européennes nous font la sourde oreille. Dès qu'il y a la question de l'esclavage, les problématiques de l'esclavage, les bailleurs de fonds vous bouclent la boucle et personne, j'ai dit, ne viendra vous dire, même si c'est un euro, tenez, monsieur. Donc, c'est pour ça qu'il faudra qu'on trouve des appuis aussi au niveau de nos hommes, même politiques européens, qui vont nous amener, qui vont nous lever la voix vers les institutions européennes. Il faudra qu'on trouve au moins vraiment de sensibiliser, même, je suis désolé, mais même ceux qui sont censés être des esclavagistes qui exploitent les gens, c'est-à-dire les gros bras, les gros puissants. Comme l'a dit Sana, par exemple, ces multinationales qui sont hyper riches, la mode, on sait tous qu'il y a des moyens, quoi. Donc, moi, je n'oserais pas, j'oserais pas m'aventurer même à les nommer, mais on les connaît tous, on les voit tous, on sait que c'est des multimilliardaires. Je ne sais pas comment on peut les titiller pour que
ils intègrent eux aussi cette notion que nous sommes là à la fois, on aide leurs employés, mais aussi on leur aide à abandonner leur système d'esclavage tout simplement. Mais il faut qu'on trouve un moyen de faire le pont, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est important ce que tu dis. Euh, Après, je ne sais pas du tout, est-ce que Amnesty International n'aide pas? Parce que dernièrement, il y a eu un cours sur le droit international organisé par Amnesty International avec des avocats. C'était quasiment toujours des avocats qui expliquaient les différents droits internationaux. Et attention, ce que vous avez dit est très, très important dans le sens que il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de conventions et même la Convention des droits de l'homme, en réalité, elle n'est pas sanctionnable. C'est ça toute l'hypocrisie aussi, c'est qu'il y a plein de très beaux textes qui existent, mais les sanctions existent très, très peu. Par contre, il y a des associations qui tentent d'aider au niveau des droits de l'homme. Donc, je ne sais pas si avec Amnesty International, vous avez déjà eu des contacts et des aides éventuelles, je ne sais pas, au niveau des avocats. Ah, Anoun Diko est parti. Moussa, je ne sais pas si vous êtes en contact avec Amnesty International. Ah, voilà, Anoun, tu es revenu. Bon, euh, bon, nous, notre mouvement IRA Belgique, bon, on n'a jamais eu de subvention, ni de financement, ni du tout. Pas du tout. Ok, Bon, l'Amnesty International nous soutient seulement dans le combat, dans les actions, d'accord, point c'est tout, mais pas dans le cadre financier, non. d'accord. Ou pour aider des Non. personnes qui Oui. sont, les personnes qui sont emprisonnées, etc. Amnesty ne bouge pas? Bon, je ne sais pas, Désolé, comme que je ne suis pas en Mauritanie, bon, je ne sais pas si j'ai. Mais je ne pense pas. Euh, désolé parce que Mais je répondais, peut-être, à nous, il faut répondre à ça, parce que Oui, bon, oui, oui. désolé grand frère, parce que je il faut poser répondais la en fait question à nous. je crois qu'il y a le monsieur Samsung là, c'est le gars des États-Unis, il dit qu'il nous entend, quand il parle, on ne l'entend pas. Ah Je bon? pense que c'est lui. Il voulait parler, mais bon. Ah oui. Euh, Par rapport à la question d'amnistie, le financement, moi personnellement, je ne suis pas au courant. Il y a des demandes de prise en charge. Mhm, mhm. Il y a des demandes même de prise en charge médicalement, comme là, les cas de Warda. Oui, c'est ça, oui. Parce que les militants, c'est des gens extrêmement diminués. C'est des gens qui n'ont... C'est-à-dire, la porte, elle est doublement fermée en Mauritanie. On n'a pas un système social qui donne quoi que ce soit, qui prend en charge les citoyens ou qui que ce soit. On n'a pas une prise en charge médicale, on n'a rien. Et mieux encore, le système qu'ils ont mis en place, c'est vous êtes avec eux, on vous donne un emploi. Vous n'êtes pas avec eux, on vous ferme toutes les fenêtres, toutes les portes. Mhm, mhm. Et vous devrez pratiquement en sans-abri, à la merci de la nature. Et dans ces conditions, il est très, très difficile de continuer tout le temps dans cette situation. Et ils le font exprès. C'est pour obliger les gens à accepter la situation. Obliger les gens à accepter la situation. S'il y avait, par exemple, des revenus minimums pour chaque citoyen, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai quelque chose à manger ou en tout cas, j'ai quelque chose qui va m'accompagner jusqu'à un certain moment dans le mois, je pense qu'il y aura plus d'activités, plus d'actions. Mais le ventre vide, c'est très compliqué de continuer la lutte. Et c'est très compliqué, comme disent les Africains, un sac vide ne peut pas rester debout. Et malheureusement, les financements, on ne les trouve pas. En fait, on s'entraide nous-mêmes, mais ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est vraiment de la détermination.
Et c'est comme ce que dit notre sœur Sana. C'est, vous savez, les gens, ils sont accrochés à quelque chose qui n'est même pas en salaire, quoi. Mais ils sont obligés. S'ils ne le font pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Ils peuvent même, je ne sais pas, disparaître de faim. Donc, on vous donne un petit bout, on vous dit accrochez-vous à ça, et vous êtes obligés. Il n'y a pas de loi qui encadre. Il n'y a pas de loi qui dit, ah non, quand vous employez une personne, minimum, vous êtes obligé de le payer tant, comme en France, quoi, comme en Europe. Il y a le salaire minimum. Par exemple, si on poussait les États européens à pousser, eux, ces multinationales ou internationales, à exiger de leurs fournisseurs, c'est parce que c'est des fournisseurs, hein, c'est la sous-traitance, à exiger de ces fournisseurs un salaire à payer leurs employés, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et qu'il y ait des contrôles, et que les contrôles soient faits par des organisations comme celui de Sana, pas des complaisants. Vous voyez, les mécanismes, on peut les changer, mais à condition, il nous faut un support. Un support politico-médiatico-juridique pour pouvoir avancer. Et pour l'instant, on est loin, très loin de cela. En Mauritanie, tout est sous contrôle, à la loupe. Dès que vous parlez de l'esclavage, oh là là, ça n'existe plus. Ça, c'est dans le passé. Alors qu'ils ont Le criminalisé le séquel. phénomène. C'est des séquelles, on va vous parler des séquelles. Et, alors qu'ils ont Mm. criminalisé le phénomène qu'à partir de 2015, et ils ne pourront jamais vous dire comment spécialement ils ont combattu l'esclavage, qui a disparu de 2005 à partir de 2015, pardon, 2015 et 2026. Moins de, je sais pas, moins de 11 ou 11 ans. En 11 ans, ils ont dit que tout a disparu. Il n'y a plus de traces même. Ou il reste un petit peu de traces. C'est ce qu'ils appellent des séquelles. Quand vous parlez de l'esclavage, on dit, oh là, non, il n'y a pas d'esclavage. Peut-être qu'il y a des séquelles. Vous voyez, on joue avec les mots. Donc, je pense sincèrement que les médias, les acteurs médiatiques, il faudra qu'on essaye de faire un réseau de lobbying, hein, qui va regrouper tous les abolitionnistes, parce qu'il y en a plein, hein, chacun a un secteur ou a quand même un phénomène qu'il suit de près. On ne peut pas tout suivre, c'est compliqué. Quand ça en parle, je comprends tout de suite de quoi elle parle. Quand je parle, je sais qu'elle comprend. Et souvent, nous, les abolitionnistes, il suffit de décrire une situation pour qu'on s'entende, hein. On sait très bien là où on va y aller, hein. Mais sauf que il y a des spécificités. Et chaque association peut apporter quelque chose sur lesquels peut-être que, je ne sais pas, il faudra qu'on fasse un lobbying auprès des députés européens, des élus belges, des élus français, des élus voilà, des autres pays, quoi. Des pays, euh, comment on appelle ça, hein, des pays de l'Est, peut-être, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'est un thème. Merci beaucoup, Anoun. Et ce qui était intéressant aussi quand on avait préparé ce webinaire, c'était de parler aussi du premier colloque qui a eu lieu au Sénégal par rapport. Et là, tu disais que c'était quand même très, très intéressant Oui, aussi. C'était dit là, effectivement. ça, c'est quand J'étais, même beaucoup aussi, hein. ouais. En Afrique, ça, c'est génial. Tu peux parler peut-être un petit peu de cette expérience-là? Oui, effectivement, j'étais au Sénégal le 23, le 23 mars. On a fait une conférence spécifiquement pour parler de l'esclavage par ascendance, de l'esclavage que vivent les Africains, entre eux, les systèmes de caste, mais aussi de l'esclavage arabo-berbère. Et on a été surpris par la mobilisation, la plus forte mobilisation qu'on a pu avoir. C'était génial. Tous les journalistes étaient là, les, 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 les,
les populations aussi, ceux qui étaient au courant. La salle était très petite. On a vite débordé la salle. Et puis, les gens nous trouvaient en nous des gens plus honnêtes, plus sincères. Et ça a coïncidé avec cette fameuse résolution que le Ghana a obtenue aux Nations Unies. Les gens, ils nous disent, au lieu d'aller nous parler de l'esclavage des Blancs, pourquoi ils ne parlent pas de notre esclavage déjà? Cela veut dire qu'ils s'en foutent de ce que nous vivons. Nos États africains s'en foutent de ce que nous vivons. Ils sont en train de parler de ce qui se passe ailleurs ou de ce qui n'existe pas. Puisqu'on ne va pas en blanc aujourd'hui débarquer de l'Europe pour venir nous esclavagiser ici. Mais par contre, entre nous, tous les jours, on le voit, on le subit, on est exclu. Vous voyez quelqu'un qu'on prive d'un emploi parce qu'on dit qu'il est de telle ascendance ou il est de telle caste ou il est de... Vous voyez, les gens ils ont témoigné en masse et ils ont démontré qu'effectivement, les gouvernements africains, ils ont loupé le coche. Depuis les indépendances, si l'Afrique n'a pas pu bouger dans Iota, c'est parce qu'ils n'ont pas commencé par le commencement. Un continent qui a été pillé pendant 400 ans, 500 ans sur la question de l'esclavage, particulièrement un pays comme le Sénégal, où il y a tous les vestiges de l'esclavage. On ne trouve pas une loi qui cadre ce problème et qui l'interdit entre même les citoyens sénégalais. Il n'y a rien. Et Abdoulaye Wade s'est contenté de faire une loi exactement pareille comme la résolution qui vient de se passer pour criminaliser quoi? L'esclavage transatlantique. Et ils ont dit, donnez-nous un Européen qui va venir aujourd'hui esclavagiser qui que ce soit. Il y en a qui sont partis très loin. Ils nous ont dit peut-être qu'ils ne sont pas au courant, peut-être que le président sénégalais, qui m'excuse, Diomaye Faye est l'esclave de Macron, mais on ne le voit pas, ils ne savent pas. Mais eux, ils ne voient pas des Blancs qui viennent ici pour les esclavagiser, alors qu'ils ont plein de Noirs qui sont là, qui se considèrent supérieurs, qui se considèrent qu'il n'y a qu'eux qui devraient avoir tous les privilèges, les autres non. Donc ça, là, et en plus, ils le disent que vous êtes esclaves. Ils ne se cachent pas. Parce qu'ils n'ont même les juges, quand vous amenez une personne, il est obligé, si vraiment le juge est bien engagé, il va aller trouver peut-être un échappatoire dans le cadre de la législation de l'égalité ou je ne sais pas quoi. Mais il ne va jamais trouver une loi sur laquelle il peut s'appuyer pour condamner la personne qui est en train, ne reste que la mentalité esclavagiste. Parce que c'est quelque chose qui est mental et beaucoup plus compliqué à combattre que quelque chose qui est là, qui est physique. Parce que physiquement, si je suis fatigué, j'en ai marre, je claque la porte et je pars. Ou je prends tous les risques d'ailleurs de me sauver. Mais moralement, quand vous avez une personne qui vous dit que moi je suis esclave et qui essaie de plaire à tous ses maîtres que lui il est esclave et il s'humilie même tous les jours devant eux, alors que vous n'avez aucune structure, aucune loi, aucune règle qui peut l'empêcher de faire ça ou de se comporter comme ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter. Et je pense que c'est Bernard, il a parlé de l'esclavage des femmes et des enfants. Effectivement, l'esclavage aujourd'hui touche plus les femmes et les enfants que les hommes. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes, ils prennent la fuite. Un homme, il peut prendre la fuite, il s'en va. Mais une femme, une fois qu'elle a des enfants, elle ne peut plus, elle est obligée de rester. C'est pour cela que l'esclave femme est plus important dans la communauté maure, dans la communauté arabo-berbère en Mauritanie, qu'un esclave garçon. Ils préfèrent toujours avoir des femmes. Plus d'esclaves de femmes, et mieux c'est parce qu'il sait qu'il aura la production, mais aussi que la femme, une fois qu'elle a des enfants, elle ne quittera jamais les enfants pour fuir. Et ça, Bernard avait bel et bien raison. Actuellement, 80% des cas que nous rencontrons dans les cas d'esclavage, c'est souvent des femmes ou des enfants. D'ailleurs, le dernier cas, c'est une mineure, Noha. Hein, elle a 11 ans. Voilà. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour cet éclaircissement, c'est super important. Et en plus, ce que je trouve vraiment intéressant, Hanoun, c'est que tu nous places chacun, peu importe qu'on soit européen, qu'on soit africain, qu'on soit hein, comme responsable aussi quelque part, et déjà de s'informer et aussi de manifester qu'on n'est pas d'accord, quoi. Il y a rien à faire. Je pense qu'on est tous concernés dans la question, c'est dans quel monde on veut vivre et dans quel monde de demain. Et le monde de demain, il sera une nation humaine universelle ou il sera pas. Donc, on est ici, on représente vraiment cet engagement pour aller vers une société qui réellement respecte les personnes, mais qui nous concerne partout. Et c'est pas uniquement seulement d'un côté. C'est pour ça qu'au niveau de Presenza aussi, c'est vraiment important d'avoir des langues. On est 10 langues, c'est parce qu'on veut avoir la parole à partir des réalités qui se vivent partout sur la planète. Parce que partout sur la planète, il y a un système, il y a un même système. Cette rentabilité exacerbée, elle fonctionne partout avec des injustices plus ou moins fortes, avec des attaques plus ou moins violentes, évidemment, mais c'est la même réalité qu'on vit partout dans le monde, quoi. Donc, je pense que malheureusement, Samsung, on Oui, n'arrive pas à vous entendre. Donc, on a oui. proposé que vous écriviez votre commentaire, mais je ne sais pas si vous... Samsung, je pense que c'est l'un de nos doyens qui est aux États-Unis, D'accord, qui ok. s'appelle qui s'appelle Chekna Ah, d'accord, il Traoré. avait son nom au début. Et il voulait témoigner par rapport à mon dernier procès D'accord, parce que, en fait, j'ai dénoncé une agression extrêmement violente oui. dans une mosquée des, sur ses parents, ses propres parents. On les a agressés d'une façon extrêmement violente. On a échappé peu à une catastrophe à mort d'homme, quoi. Et c'est à Kaïdi que ça s'est passé. Et parce que tout simplement, ils ne voulaient pas, en fait, qu'un descendant d'esclaves officie la prière. Alors que si, normalement, les guides ou l'imam principal n'est pas là, son adjoint devrait être celui qui est le plus compétent, c'est-à-dire celui qui a vraiment... Mhm. euh, c'est comme ça, religieusement, on a toujours dit que en termes d'imamant, il faut toujours chercher la compétence. Si les Mm. gens sont à compétence égale, il faut chercher la piété. Donc, normalement, il était le plus compétent parmi les fidèles qui étaient là pour officier, pour faire la prière. Il s'est avancé pour conduire la prière et là, voilà, on lui tombe dessus, qui peut pas officier, en fait, qui peut pas diriger la prière parce que c'est un esclave. Donc, il y a eu ces tiraillements, il y a eu une violente bagarre, il y a eu des guet-apens qui ont été tendus. Après, lorsqu'il y a eu des fuites d'audio, que j'ai compris qu'en fait, que c'était des agressions planifiées. J'ai pris ces vocaux, je les ai partagés sur les réseaux sociaux, pris un petit chapeau que j'ai descriptif de ce qui s'est passé. J'ai été poursuivi ici pendant 3 ans par leur marabout, leur responsable religieux en France, qui m'a traîné ici dans les tribunaux pendant 3 ans, soi-disant que j'ai les diffamé. Et que, voilà. Et finalement, j'ai gagné en première instance et en deuxième instance, ils nous ont dégoûtés de tout et ils nous ont dit tout ce qu'ils ont demandé, s'ils veulent un euro symbolique, c'est ça qu'ils obtiendront, le reste, il n'y a rien. Donc, voilà. Finalement, je n'ai pas été condamné pénalement, mais j'ai gagné le procès. D'accord. J'espère que je n'ai pas loupé quelque chose. J'espère qu'il nous a entendus. Parce qu'il dit qu'il nous entend, mais s'il parle, Très bien. on Il a... avait écrit un petit message aussi au début de News Jersey, depuis George. En tout cas, merci Ouais, d'avoir été c'est ça. là.
de toute façon. Donc, on va clôturer ici, si Oui, vous le il y a voulez. quand même Bernard Martin qui avait levé la main depuis un moment aussi. Ah, mais je ne sais pas si c'est pas resté depuis tout à l'heure. Je crois Non, pas, non, non, mais j'ai relevé la main. Ah, pardon. Oui, oui, allez-y. On ne vous Ouais. voit pas. Vous ne pouvez pas mettre la caméra? Là, sur mon écran actuel, il n'y a plus de caméra, donc je suis désolé. d'accord. Imaginez un grand barbu qui OK. parfois, pour les petits-enfants, quand ils me voient, c'est souvent Père Noël. Comme Ah ça bon, vous OK. donne une Donc, idée. allez-y et on va clôturer ensuite alors. Voilà, merci à Nico de vos propos et je regrette de ne pas avoir entendu ce que disait Sana. Je ne sais pas si j'ai pas eu l'impression que vous enregistrez, c'est un peu dommage parce que si c'est Si, enregistré, si, c'est bon, ben, enregistré, oui. bien, comme ça, je pourrais réentendre. Moi, j'ai plusieurs. Dans ce que j'ai entendu, il y a quelques points sur lesquels je voulais à la fois réagir et partager, puisque c'est aussi ça, les échanges. D'abord, un truc, vous avez parlé de l'Afrique, mais enfin, moi, je parlerai des Afriques. C'est immense, l'Afrique. Ce sont les Afriques avec des histoires très différentes et c'est assez complexe. Ça, c'est la première chose. Et pour le Congo, effectivement, actuellement, surtout ceux qui sont en train de partir par rapport, je dirais, aux multinationales qui veulent s'accaparer via des intermédiaires des minéraux rares. Ben, ils sont en train de migrer partout, à l'est, jusque dans l'océan Indien. Enfin bref, les populations sont violentées, etc. Et je vais aller sur d'autres choses plutôt. D'abord, j'ai entendu dire peut-être faudrait travailler avec Amnesty International. Moi, je suis assez convaincu que c'est pas un peut-être si les acteurs internationaux ou locaux veulent pouvoir donner de l'écho. C'est pas forcément une question seulement financière, j'entends hein, les éléments matériels, vous l'avez dit, le côté médiatique, et j'y reviendrai rapidement, mais si on a une cause et les gens sont attachés à la personnalisation, pas forcément au sens du pouvoir, mais à pouvoir s'identifier, à pouvoir comprendre. C'est l'histoire de quelqu'un qu'on raconte, et là, c'est beaucoup plus facile d'accéder à la réalité. Vous le savez, que ce soit sur le plan des photos, quand on a eu cet enfant de la Méditerranée avec son corps, ce petit enfant, la photo a marqué les esprits, a mobilisé. C'est juste pour illustrer mon propos. Deuxièmement, vous avez parlé des abolitionnistes. Moi, c'est moins les bas abolitionnistes, je pense qu'ils sont intéressants que les abstentionnistes, je vais dire ça comme ça, parce que c'est l'immense population à convaincre. C'est celle qui, souvent, a peur ou ferme les yeux, réellement, n'entend pas, ne voit pas. Donc, c'est pour ça que euh, mettre en lumière la vérité, et j'ai rencontré suffisamment d'acteurs et de personnes qui ont milité, qui disaient, bah, quand je racontais qu'il se passait ça à tel endroit, des gens puissants me disaient, c'est pas vrai. En fait, ils n'étaient jamais allés et ne connaissaient pas la vérité et la réalité. Je continue sur les réactions avant de poser une question. Euh, les actions, c'est aussi, comment dire, la dimension économique. L'histoire avec Nelson Mandela qui avait commencé par être extrêmement violent, contrairement à ce qu'on pense. Hein, c'était voilà, il y avait une armée, on va dire. Bah, l'Afrique du Sud a plié en grande partie aussi parce que les forces économiques, les boycotts, etc., ont été extrêmement forts. C'est pas le seul facteur. Hein, il y a des facteurs internes. Il y a la dimension symbolique. Et j'en attache, je pense que là, chacun a Gandhi, notamment la marche du sel, que vous êtes, je pense que vous connaissez tous. C'est quelque chose de tout simple c'est 400 kilomètres de marche, c'est prendre un peu de sel, mais dont ils étaient propriétaires. Derrière, c'est pour montrer que, illustrer à travers, c'est très peu d'exemples, hein, mais l'objectif, c'est de ne pas parler trop longtemps. Et ma question derrière, c'est la vision stratégique. Est-ce qu'en réalité, il y a une stratégie, sachant qu'une stratégie, en la matière, pour moi, elle se compte ni en mois, ni en années, mais peut-être en décennies, voire une vie entière. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faille espérer. Gandhi, par exemple, il a été assassiné à 78 ans. Il a vu l'indépendance, mais quand il a commencé son combat, qui a duré toute une vie, ben, voilà, vous voyez, il a fallu toute une vie pour voir quelque chose et qui n'était pas tout à fait ce qu'il souhaitait. Donc, ma question pour nos amis là, qui, notamment Anoun Diko, enfin, Moussa, c'est est-ce qu'il y a une réflexion, une méthodologie stratégique, parce que la stratégie, c'est ce qui permet le déploiement de la tactique, etc., des réseaux, etc. C'est-à-dire, ça ne peut pas être un seul des éléments. J'entends l'élément financier, mais vous voyez, parfois, il y a des causes qui parlent aux gens et d'un seul coup, les gens sont en train d'apporter de l'argent. Donc voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à travers ça. C'est vraiment plutôt du questionnement et un partage d'expériences à la fois intellectuelles. Et bon, j'ai un peu aussi d'expérience pratique sur un nombre de sujets, mais l'objectif, c'est de ne pas parler de mon histoire. Merci, et si vous pouvez apporter quelques éléments.
Alors, je vais me permettre de couper ici parce qu'en fait, dans la première partie, Anundiko a bien expliqué en fait toute la dimension de son engagement et toutes les propositions qui sont faites par l'IRA. Donc, ça a été détaillé vraiment très fort. Donc, je vous invite, Bernard Martin, à réécouter peut-être l'intervention parce que c'était vraiment, il a pris le temps de bien expliquer et de terminer avec toutes des propositions très, très concrètes. Alors, je vois ici que dans le chat aussi, Sana nous fait le plaisir d'indiquer aussi, donc nous publions demain un manifeste donc, pour une mode juste, coécrit pour représenter la vision d'une large coalition de part et d'autre des filières de la misère. Hein, donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et je vous invite aussi à aller sur le site de l'IRA, donc l'IRA, IRA, hein, IRA Mauritanie, sur lequel vous avez vraiment tout le discours aussi de Anundiko. Sur Presensa aussi, on a publié, si vous allez avec le hashtag, avec des mots-clés IRA, donc IRA, vous allez revoir tous les articles qu'on a publiés suite aux communiqués de presse qui ont été envoyés par l'IRA et qui détaillent aussi toutes les propositions très concrètes. C'est ça qui nous a touchés déjà depuis, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on suit l'IRA et Biram Da Abaid, parce que c'est non seulement contre l'esclavage, mais c'est surtout aussi pour un projet politique qui est très, très important, qui va au-delà de l'esclavage, qui va vraiment vers une politique de droits de l'homme, de droits de la terre, etc. Donc, c'est très complet et je propose qu'on arrête ici, hein. Il est 20 heures, on avait dit on terminait à 20 heures, essayons d'être là. Je voudrais vous remercier vraiment beaucoup, 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 Anoun et Sana, vraiment. Merci beaucoup à Jean-Marc pour l'aide technique. Vous savez que nous avons enregistré cette intervention. Nous souhaitons créer de nouveaux webinaires aussi sur ce même thème-là, hein. Donc, si vous avez des propositions, si vous avez encore des commentaires, n'hésitez pas à nous les communiquer. Donc, on va se faire nos adieux déchirants. Merci. Merci beaucoup. Et Merci en tout cas à tout le monde. merci On Merci. est beaucoup, vraiment, hein. on est Merci désolé beaucoup, pour Moussa. Samsung. Oui, On est désolé pour oui, lui. Samsung. Et merci beaucoup. C'est un honneur d'avoir été avec nous aujourd'hui aussi.